Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, où je vais définir mon top 10 du Ballon d'Or sur la saison 2023-2024. Parce que oui, le Ballon d'Or maintenant fonctionne sur la saison et non sur l'année, ce qui est pour moi un choix bien plus pertinent en termes de sélection de période. Je trouve ça bien plus pertinent, bien plus intéressant. Et je vais vous donner quand même quelques règles pour définir comment va fonctionner, comment va s'articuler cette vidéo. Déjà, on va mettre les choses au clair, Messi ne sera pas dans ce top 10. Tout simplement puisqu'il ne joue plus en Europe et que même il peut même être très bon aux États-Unis. Je ne regarde pas ses matchs pour être honnête. Je sais juste qu'il a de très belles statistiques. Il a beau être très bon là-bas, je considère qu'il n'aurait pas le même niveau en Europe, même s'il a été assez intéressant la saison dernière. Je considère que comme il joue dans un championnat exotique, il ne mérite pas de faire partie de cette sélection, surtout que je considère également que tous les joueurs qui font partie de cette liste sont des joueurs extrêmement performants en Europe, et donc pour moi ils ont cette valeur ajoutée par rapport à un Lionel Messi ou à un Cristiano Ronaldo qui, même s'il réalise des belles saisons ailleurs, il ne mérite pas pour moi d'entrer dans cette sélection. Je rappelle également que le Ballon d'Or est une récompense individuelle, et donc que même si tu as tout remporté avec ton équipe, si tu n'es pas le meilleur joueur de ton équipe, tu ne mérites pas le Ballon d'Or. C'est aussi simple que ça. Comme il y a quelques années, on avait le cas Jorginho en 2021, lorsqu'il avait remporté l'Euro avec l'Italie et qu'il avait remporté la Ligue des Champions avec Chelsea, on ne lui avait pas donné le Ballon d'Or parce qu'il n'était pas ni le meilleur joueur de Chelsea, ni le meilleur joueur de l'Italie à cette époque-là. Et pour moi, c'est totalement mérité, même si je ne remets pas en cause ses qualités. Ce n'était pas le meilleur joueur de ces équipes-là. Et donc, il ne méritait pas le Ballon d'Or cette année-là. On va commencer par le 10e de cette sélection. Il s'agit de Harry Kane avec 47 buts, 12 passes décisives, toutes compétitions confondues. Sa saison est tout simplement stratosphérique, du moins sur le terme statistique. Il a été vraiment excellentissime, je suis époustouflé. Il a toujours autant d'impact dans le jeu, surtout au Bayern Munich, puisque ce qui fait pour moi qu'il ne peut pas être plus haut dans ce classement, ce sont ses performances avec l'Angleterre et ses performances en Ligue des Champions, surtout dans les tours avancés où il m'a un petit peu déçu, surtout en Ligue des Champions où je l'attendais bien plus présent. Je m'attendais à un Harry Kane bien meilleur que ça face au Real Madrid et il m'a un petit peu déçu. Il n'a pas été mauvais, mais il n'a pas été excellent. Et avec l'Angleterre, certes, il termine co-meilleur buteur de l'Euro avec 3 buts, mais c'est tellement peu pour un attaquant d'une telle qualité. Franchement, je suis assez déçu. Faut aussi dire qu'il tombe dans des équipes qui sont pas exceptionnelles. Cette saison, il tombe sur un Bayern Munich qui est pas forcément, qui n'est pas en reconstruction, qui est au contraire en fin de cycle. Donc c'est très compliqué de remporter un titre avec une équipe comme ça, et surtout avec une Angleterre où le sélectionneur est tout simplement un criminel du football, tout simplement. Il n'y a pas d'autres termes pour définir le jeu de Gareth Southgate. Pour moi, c'est un assassin, et si Harry Kane n'est pas plus haut dans ce top 10 du Ballon d'Or, c'est également à cause de lui. Passons au 9e, je vais mettre Florian Wirtz avec une magnifique saison du côté du Bayer Leverkusen où il a été le maître à jouer de Xabi Alonso. Il termine la saison avec 20 buts et 15 passes décisives, toutes compétitions confondues. C'est absolument énorme. Et lui, pour le coup, la case palmarès, il la coche avec cette Bundesliga remportée. Je ne vais même pas vous rappeler l'exploit magnifique, une saison d'invincible, en tout cas sur le plan national, puisqu'il a également soulevé la Super Coupe d'Allemagne. Donc ça aussi, très, très beau titre, évidemment. C'est bien moins, ce n'est pas un titre majeur évidemment, mais c'est toujours cool de se dire que ton équipe a été invaincue sur la scène nationale, et il a quand même allé en finale d'Europa League tout en étant invaincu jusqu'à la finale. Donc ça, franchement, c'est assez beau. Le Bayer Leverkusen a failli faire une saison d'invaincu, et pour moi Florian Wirtz en est là des principaux artisans. Et encore une fois, s'il n'est pas plus haut, déjà, c'est qu'ils n'ont pas remporté l'Europa League. Si le Bayer Leverkusen avait remporté l'Europa League, je pense qu'il aurait été encore un petit peu plus haut. Mais surtout le fait qu'avec l'Allemagne, même s'il n'a pas fait un mauvais Euro, je l'ai trouvé un petit peu en deçà. Je m'attendais à des meilleures performances, où il s'est même fait prendre sa place par Leroy Sané. Je suis un petit peu déçu de son Euro, même s'il était assez intéressant. Mais en tout cas, Florian Wirtz, 9ème, c'est totalement mérité. En 8ème position,
on retrouve Kylian Mbappé avec 45 buts, donc ça aussi énorme, et 8 passes décisives, toutes compétitions confondues. C'est juste stratosphérique, des statistiques à en faire chavirer des bateaux, des trucs. Je me perds tellement c'est absolument incroyable comme statistique. Mais c'est pareil, lui pour le coup, contrairement à Harry Kane, bah dans le jeu, c'est tellement décevant. Son niveau en club avec le Paris Saint-Germain, c'est très décevant. Et également son niveau en sélection. Pour moi, sa saison ressemble un petit peu à celle de Harry Kane. C'est-à-dire que sur le plan statistique, on ne peut rien leur reprocher. Mais par contre, sur le plan d'être important, d'être présent dans les grosses rencontres, eh ben, on ne peut pas dire qu'il l'a été. Et surtout avec son équipe nationale, où pour moi son euro avec l'équipe de France est tout simplement scandaleux. Là où Harry Kane a été mauvais, mais a été quand même intéressant, Kylian Mbappé a été vraiment en dessous de tout. Et c'est pour ça que même si il est haut dans le classement parce qu'il est allé jusqu'en demi-finale de la Ligue des Champions et qu'il a été vraiment très important dans cette campagne en marquant quand même 8 buts, je l'ai trouvé très décevant, surtout face à Dortmund. C'est pour ça qu'il se retrouve aussi bas, entre guillemets, dans le classement. Pour moi, il aurait pu être plus haut, mais comme dans le jeu, il a été moins bon, et bien, il est à cette 8ème place. En 7ème position, on retrouve un Argentin, ce sera le seul Argentin de cette équipe. On va retrouver Lautaro Martinez, qui a fait une saison tout simplement stratosphérique, avec 32 buts et 3 passes décisives, toutes compétitions confondues. Alors certes, c'est un petit peu moins que les 2 autres buteurs que j'ai cités dans cette sélection, mais il a été pour moi exceptionnel. Alors certes, en Ligue des Champions, on aurait aimé le voir plus, mais c'est quand même bien compensé par une magnifique Copa América, où il termine meilleur buteur de la compétition avec 5 buts. Pour moi, si l'Argentine remporte cette Copa América, c'est en grande partie grâce à lui. Et franchement, quel joueur extraordinaire. En Serie A, son entente avec Marcus Thuram a fait les très beaux jours de l'Inter, où il remporte le championnat d'assez haut la main. Franchement, c'était assez mérité, grâce notamment au jeu de Simone Inzaghi, qui est pour moi l'une des plus belles équipes en Europe en ce moment. Pour moi, Lautaro Martinez, c'est vraiment une magnifique saison, et je le récompense avec cette 7ème place dans cette sélection, qui j'ai vraiment trouvé trop fort. En 6ème position, on retrouve Phil Foden. Et bah lui, quel joueur fantastique. Lorsque Kevin De Bruyne était blessé, il a assuré un intérim parfait. Et lorsque Kevin De Bruyne était de retour, et bah même là, il a réussi à s'incorporer dans cette équipe. Il a été tout simplement extraordinaire, avec une saison à 27 buts et 11 passes décisives, toutes compétitions confondues. Il a été tout simplement extraordinaire. Il a même remporté la première ligue avec Manchester City, la 4ème consécutive. C'est un bel exploit. Et là où malheureusement ça pêche, c'est pas vraiment au niveau de la Ligue des Champions, parce que je considère que si Manchester City avait battu le Real Madrid, il serait allé au bout. Parce que sur ces dernières années, de toute façon, on le voit, c'est l'un des deux à chaque fois qui gagne la Ligue des Champions. Franchement, je pense qu'ils auraient pu la gagner encore cette année-là. Manchester City, ils sont juste tombés contre leur némésis. Pour moi, ce qui pose question dans cette place de Phil Foden pour le Ballon d'Or, c'est simple, c'est son euro qui est tout simplement extrêmement mauvais. Il a été vraiment... c'est mauvais, hein, le mot adéquat, c'est mauvais. Un peu à cause de Gareth Southgate, qui n'a jamais su l'utiliser correctement dans cette composition, dans cette équipe. Il n'a jamais réussi à l'utiliser correctement. Cette position d'ailier gauche, visiblement, ça ne colle pas du tout avec le profil de Phil Foden. Ça, on le savait quand même avant la compétition, mais visiblement, Gareth Southgate ne le savait pas. Et c'est pour moi ce qui lui coûte sa place plus haut dans le classement. Même si cette 6ème place est quand même assez belle pour un joueur qui, pour moi, obtient une belle revanche. Je vais également, en 5ème position, cette fois-ci parler d'un joueur du Real Madrid, je l'avais évoqué un petit peu plus tôt, mais également d'un joueur vainqueur de l'Euro. Dani Carvajal, tout simplement exceptionnel. Et lui, je ne vais pas parler de ses stats individuelles, puisque c'est un latéral droit, donc forcément, elles seront bien moins impressionnantes que celles des joueurs que j'ai cités précédemment. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il a été mauvais. Il a été vraiment excellentissime en point d'orgue, ce but en finale de Ligue des Champions qui permet de totalement changer pour moi la rencontre, puisque à ce moment-là, Dortmund était encore en train de dominer face au Real Madrid. En tout cas, ils avaient plus d'occasions dangereuses.
Et grâce à ce but de Dani Carvajal, eh bien, cette équipe du Real Madrid a été libérée et a pu totalement mettre en place son jeu dans cette finale et a pu la gagner. Il a également fait un magnifique Euro, même si, bon, quelquefois, c'était plus du catch, mais il a fait preuve de vice. Et pour moi, des joueurs comme ça, on en a besoin dans le football moderne, des joueurs un petit peu vicieux. Et est-ce qu'on peut le dire aujourd'hui? Est-ce que ce ne serait pas le meilleur latéral droit du monde en termes de niveau pur? Je l'ai trouvé excellentissime et il a tout gagné. L'Euro, la Ligue des Champions, le championnat, donc la Liga espagnole. Il a même gagné la Super Coupe d'Espagne. Donc franchement, c'est totalement mérité. Carvajal 5ème, énorme. En 4ème position, encore un joueur du Real Madrid et surtout une légende à qui on doit dire au revoir, Toni Kroos. Pour moi, il a été excellentissime et quand je vois certains classements du Ballon d'Or où Toni Kroos est 8ème par exemple, je trouve que c'est un manque total de respect pour la saison magnifique qu'il nous a faite avec le Real Madrid. Pour moi, c'était l'un des meilleurs joueurs de l'effectif. Alors certes, sur le plan statistique, ça ne se voit pas trop. Il n'a qu'un seul but et 10 passes décisives, toutes compétitions confondues, ce qui paraît assez peu quand on voit les autres mastodontes et quand on va parler également d'autres milieux de terrain un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais pour moi, ça change en rien le fait qu'il a été excellentissime. C'est un joueur qui est tellement structurant, qui permet tellement de structurer une équipe, hein, littéralement, que ce soit offensivement quand il donne ses magnifiques ballons, mais également défensivement, qu'est-ce qu'il peut rassurer une équipe. Franchement, il est exceptionnel. Toni Kroos a encore, pour moi, a encore fait une saison stratosphérique avec le Real Madrid. D'ailleurs, il a même fait ce corner décisif pour Dani Carvajal. Et pour moi, je pense qu'il aurait pu marquer dans cette finale. Il est tombé face à un grand Gregor Kobel, mais c'est pas passé loin qu'il soit décisif dans cette finale de Ligue des Champions. Franchement, ça aurait été mérité. J'aurais peut-être mis un petit peu plus haut, je sais pas, c'est un petit peu délicat. Surtout puisque l'Allemagne est sortie assez tôt, malheureusement, puisqu'ils sont tombés face à l'Espagne, la meilleure équipe de l'Euro, et surtout le vainqueur. Mais pour moi, si cette équipe d'Allemagne était par exemple allée en finale face à cette équipe d'Espagne, là on aurait peut-être pu décerner le Ballon d'Or à Toni Kroos, qui pour moi a été excellent cette saison et il mérite amplement sa 4ème place. Et là, avant de passer au top 3, j'aimerais faire quelques mentions honorables. Des joueurs qui ne sont pas dans ce top 10, mais qui pouvaient le mériter. Je vais par exemple parler de Bukayo Saka, qui a réalisé une magnifique saison du côté d'Arsenal, et qui pour moi était l'un des seuls joueurs anglais qui se détachait de cette équipe absolument cataclysmique de Gareth Southgate. Pour moi, il a fait une magnifique saison, même sur le plan individuel, où il a été vraiment excellent. Je ne l'ai pas mis parce que lui aussi n'a rien gagné cette saison et parce que ses stats sont un petit peu moins impressionnantes que d'autres joueurs, mais il l'aurait totalement mérité. Pareil pour Martin Odegaard et Erling Haaland, que je mets tous les deux dans le même sac, tout simplement parce qu'ils n'ont malheureusement pas joué l'Euro. Ils sont dans une nation qui est trop faible pour le football, et ça c'est un petit peu dommage. Mais pour moi, les deux ont fait une assez bonne saison. En tout cas, du côté d'Odegaard, c'est absolument exceptionnel. C'est vraiment l'un des meilleurs numéro 10 de Première Ligue, l'un des meilleurs numéro 10 du monde. Tout simplement, il est excellentissime. Et Erling Haaland, c'est quand même délicat de ne pas mettre le meilleur buteur du meilleur championnat au monde dans le top 10. Mais il faut le dire, il y a tellement de joueurs qui réalisent de belles saisons à côté que c'est impossible de le mettre. Surtout que cette saison, ses statistiques sont bien en deçà de ses standards de l'année dernière. Donc même s'il a été intéressant, même s'il a été plutôt bon, et même s'il est meilleur buteur de Première Ligue, je ne peux pas le mettre dans cette sélection. J'avais également pensé à d'autres joueurs, comme par exemple Ademola Lookman. Alors lui, évidemment, ne mérite pas du tout d'être dans le top 10, mais pour moi, c'était quand même important de le relever, parce qu'il a fait une assez belle saison du côté de l'Atalanta, pour ceux qui suivent assidûment le championnat de Serie A, et surtout en point d'orgue, sa magnifique finale qu'il fait face au Bayer Leverkusen, je trouvais que c'était important de le relever quand même, parce que lui aussi a fait une magnifique saison. J'aimerais également relever Cole Palmer, qui pareil ne mérite peut-être pas ce top 10 tout court, mais qui a fait une magnifique saison du côté de Chelsea. C'est le joueur le plus décisif de Première Ligue, et surtout le joueur qui a été élu meilleur jeune du meilleur championnat au monde, meilleur jeune de Première Ligue, excellentissime. Pour moi, ce serait un candidat parfait au Golden Boy. Malheureusement, je ne pense pas qu'il le remportera, parce que je crois qu'il est un petit peu trop vieux pour remporter ce trophée, et surtout le fait qu'il n'ait remporté aucun trophée. Il a remporté aucun trophée avec Chelsea cette saison, et ça c'est vrai que
ça entache un petit peu sa saison. Faut le dire que être dans un club aussi cataclysmique et le porter à bout de bras, bah tu peux être aussi fort que Cole Palmer. C'est difficile de gagner des trophées dans ces conditions. En tout cas, bravo à lui pour cette magnifique saison. Passons maintenant au top 3. Et le top 3, bah, ça a été le plus dur à définir. Parce que pour moi, les 3 joueurs méritent le ballon d'or en fait. Les 3 joueurs méritent aussi équitablement le ballon d'or. Tu peux te triturer les méninges autant que tu veux. Il n'y aura... En fait, on ne peut pas définir par subjectivité par objectivité qui le mérite. Et justement, c'est la subjectivité qui prend le pas sur l'objectivité. Et comme je vous l'ai dit, c'est mon ballon d'or. Et donc, je vais vous donner mon vainqueur. Et donc, en 3e position, bah, je mets Vinicius Junior. Et ouais, ça risque de faire débat. Et franchement, je comprendrais totalement que ça fasse débat. Mais avec 26 buts et 9 passes décisives dans la saison, je ne le mets que 3e. Il a été excellentissime, ça c'est sûr que toute compétition confondue, il a été très bon tout le temps, même en Super Coupe d'Espagne quand il marque son triplé, en Ligue des Champions, il n'a pas toujours marqué les buts ou fait les passes décisives, mais à chaque fois il a été décisif, il a été tranchant, il n'a raté aucun grand rendez-vous. Tout au long de la saison, il a été très important, même si en début de saison, il faut quand même bien se rappeler qu'en tout début de saison, ça avait un petit peu mal commencé puisqu'il avait une blessure, mais... C'est franchement exceptionnel comme saison, c'est stratosphérique. Mais le fait qu'il ne remporte pas la Copa América avec le Brésil, surtout qu'il ne la remporte pas parce qu'il était, entre guillemets, enfin je sais pas s'ils auraient gagné avec lui, mais le fait qu'il soit suspendu pour ce quart de finale, bah forcément, on peut avoir des regrets. Je pense que lui aussi peut avoir des regrets. Et pour moi, il aurait mérité d'apparaître dans cette sélection. Mais c'est vrai que le fait qu'il ne remporte aucun tournoi internationaux, bah, ça fait un peu tâche. Et c'est pour ça que je ne le mets pas ballon d'or, même si je le répète, il l'aurait mérité cette saison. En 2e, encore un joueur du Real Madrid, mais cette fois-ci un Anglais, Jude Bellingham, avec 25 buts et 12 passes décisives, toutes compétitions confondues. C'est énorme, lui aussi a des stats absolument magnifiques. Et même son euro avec l'Angleterre, que j'ai beaucoup critiqué dans mes shorts, dans mes débriefs notamment, bah il n'est pas si catastrophique que ça, mais encore une fois, il ne l'a pas remporté à l'arrivée. Et surtout, n'ayons pas la mémoire courte, sa 2e partie de saison avec le Real Madrid est quand même bien en deçà des standards qu'il avait en début de saison. Et c'est la raison pour laquelle je le mets 2e, parce que sa 2e partie de saison avec le Real Madrid, bah, elle n'est pas mauvaise évidemment, il est toujours très bon, mais pour moi il avait moins d'influence dans le jeu, il marquait moins, il faisait moins de passes décisives, et dans les grands rendez-vous il était un petit peu plus transparent, surtout pour moi dans cette demi-finale face au Bayern Munich, ou au match aller et au match retour. Je dis pas qu'il a été transparent, mais il a été bien moins en vue. Et donc, vous vous en doutez, mon numéro 1, il s'agit de Rodri. Et Rodri, il faut mettre du respect sur ce mec, parce que sa saison est tout simplement exceptionnelle. Il faut quand même se dire un truc, ça fait 2 saisons que Pep Guardiola le met titulaire quasiment tout le temps. Il n'a perdu qu'un seul match. Vous vous rendez compte de la statistique? Je pense que c'est le joueur le plus structurant, le plus équilibrant qu'on puisse avoir aujourd'hui dans le football actuel. C'est le joueur peut-être le plus intelligent qu'on a actuellement dans le football. En plus de ça, il a des statistiques, il a 10 buts et 11 passes décisives, toutes compétitions confondues, ce qui est absolument énorme pour un joueur à vocation défensive. Mais voilà, c'est un joueur à vocation défensive, il est excellent défensivement, dans tous les aspects du jeu, dans les interceptions, dans les récupérations, dans les tacles glissés comme debout, dans le jeu aérien, il récupère dans plein de choses, il est tellement bon au contre-pressing, vraiment il a été exceptionnel dans cette équipe d'Espagne, c'est pour moi l'artisan de cette victoire, et d'ailleurs il a été élu meilleur joueur de l'Euro, et pour moi c'est totalement mérité pour ce joueur absolument exceptionnel, mais également offensivement il apporte à la création avec de très bons ballons qu'il donne dans la profondeur, bah forcément il est excellentissime et faut le dire, c'est pour moi le meilleur milieu de terrain du monde et c'est le meilleur joueur du monde. Je l'avais dit, je crois, dans un short, et comme je l'ai dit plus tôt, si Manchester City ne tombe pas aussitôt sur le Real Madrid, il y a vraiment possibilité qu'ils aillent loin, qu'ils aillent la remporter cette Ligue des Champions. Donc pour moi, son élimination repose à pas grand chose, puisqu'en plus de ça, dans ce match-là, bah il a été très bon.
Il a certes parfois un petit peu perdu le tempo de la rencontre, mais il a été vraiment excellentissime. Il n'a rien à envier aux deux joueurs qui sont derrière lui, parce que subjectivement, je le trouve entre guillemets meilleur. Encore une fois, je rappelle que les deux joueurs, Bellingham et Vinicius, méritent au moins autant que lui le ballon d'or. Mais moi, dans un critère purement subjectif, je le donne comme mon ballon d'or de cette saison 2023-2024. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et franchement, j'ai adoré la faire, adoré partager mon avis avec vous sur le ballon d'or qui, pour moi, cette année, est extrêmement disputé. Il y a pas mal de joueurs qui font de très belles saisons. Donc pour le top 3, je l'ai dit que c'était compliqué, mais également pour faire un top 10, il y a tellement de joueurs qui ont été bons cette saison que c'est compliqué d'en définir un. Mais franchement, j'ai adoré faire cet exercice. Faut quand même réfléchir, faut se triturer les méninges. Et même là, après cette vidéo, parfois je regrette un peu le placement de certains joueurs. Mais c'est comme ça. Cette année, je trouve que c'est particulièrement compliqué d'établir un ballon d'or. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, eh ben, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, voir si vous proposez peut-être un autre top 10 que le mien. Je trouve que ça sera super intéressant. Donc n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Et si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas rater la prochaine. Ça, c'est ultra important pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Sur ce, salut les amis, à la prochaine!